ravis de vous accueillir aujourd'hui pour notre visioconférence sur le thème des petites et moyennes valeurs. Je suis accompagnée de Saad Benlamine, gérant du fonds Kairos Small Cap, Bastien Grosny, analyste sur les petites et moyennes valeurs, et Thomas Tigetta, analyste senior chez nous, sur tout ce qui est bien d'équipement. Quelques mots pour la présentation. Tous vos micros, évidemment, resteront en mode muet. Si jamais vous avez des questions, vous avez un onglet en bas à droite de votre écran pour les poser tout au long de la conférence. Et enfin, n'hésitez pas en cas de besoin à nous contacter l'ensemble de l'équipe commerciale par mail pour qu'on puisse transférer vos questions. Je laisse la parole de ce pas à Saad Benlamine qui va vous commenter un petit peu les actualités de Kairos et faire une présentation du DDI de la société. Bien, merci Mégane. Bonjour à toutes et à tous. On va directement aller au menu de cette présentation. Donc, on a une présentation assez chargée, mais on va essayer d'être assez court. On va parler notamment de la société, de ses développements récents pour ceux qui nous connaissent moins. On parlera ensuite du process de gestion et de notre approche de l'ISR. On fera un point bien sûr sur le fonds Kairos Small Cap et ses performances, notamment en 2020. Puis Bastien fera un petit focus sur la classe d'actifs en termes d'encours et de performance aussi. Et puis, je terminerai rapidement par un bref investment case sur Maisons du Monde. L'idée étant de vous présenter ici la valeur ajoutée que peut avoir l'analyse financière, que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'on l'utilise au quotidien. Avant, bien sûr, de conclure cette présentation. Donc, rapidement, pour ceux qui nous connaissent moins, donc Kairos, c'est une société de gestion indépendante, fondée en 2014, qui fait essentiellement du stock picking action de valeur européenne. Nous gérons aujourd'hui un peu plus d'1 milliard d'euros, au travers notamment d'une gamme de 3 fonds principaux qui sont Kairos Multicap avec 460 millions d'euros d'encours aujourd'hui, Kairos Small Cap qui est le fonds dont je m'occupe qui fait 115 millions d'euros et Kairos Multicap Alpha qui fait à peu près 120 millions d'euros en termes d'encours. S'agissant de l'équipe, on est 16 personnes au sein de la structure, dont 5 personnes dédiées à la gestion. Toutes les personnes à la gestion sont investies dans les fonds, certains comme moi très investis. Notre démarche ISR a beaucoup évolué en 2020. Nous avons fait pas mal de choses dont on parlera justement dans le cadre d'une slide dédiée un peu plus loin. Donc, je vous le disais, en termes d'encours, ils ont toujours progressé depuis le lancement de la structure en 2014. 2020 n'a pas fait exception, bien au contraire. C'était une belle année de collecte pour la société, puisqu'on a collecté plus de 80 millions d'euros sur l'année, malgré la volatilité que vous avez bien en tête sur cette année marquée par la crise. En termes de passifs et de clientèle, le gros de nos encours reste encore aux mains de banques privées et de multigérants. Mais ce qui est intéressant, c'est que deux types de clientèle ont beaucoup progressé cette année, notamment la clientèle de gestion de patrimoine indépendant qui sont passés globalement de 4-5% à 10% de nos encours aujourd'hui, et la clientèle institutionnelle aussi, qui est passée de 11 à 20% aujourd'hui. Donc, grand signe de confiance. Et en termes de zone géographique, pardon, la Suisse et le Luxembourg représentent une quinzaine de % de nos encours. Quelques faits marquants en 2020 au niveau de la structure. Donc, on continue notre développement. On a renforcé l'équipe commerciale avec l'arrivée de Philippe Blaise, Bastien qui nous a rejoint depuis maintenant pour moins de 2 ans. Il y a un recrutement aussi qui est en cours, notamment sur les sujets ISR, on en reparlera. On a reçu de belles récompenses, notamment un trophée Cantalis, nous choisissons en tant que meilleure société de gestion dans la catégorie action en cours de moins de 5 milliards d'euros. Des performances de très grande qualité qui sont soulignées aussi par les agences de rating comme Morningstar, avec globalement des fonds qui sont tous 5 étoiles ou 4 étoiles pour Multicap Alpha. Et je vous le disais, pas mal de nouveautés sur la partie ISR, dont on reparlera dans quelques slides. S'agissant de l'équipe, pour ceux qui la connaissent moins bien, Fabrice Revol est le fondateur de la structure, gérant des fonds Kairos Multicap et Kairos Multicap Alpha. En ce qui me concerne, donc, je suis le gérant du fonds Kairos Small Cap depuis son lancement en avril 2015, donc bientôt 6 ans. À l'analyse, on a Thomas et Stéphane qui travaillent essentiellement pour le fonds Kairos Multicap, on va dire à 70-80%, sachant qu'on a un overlap naturel entre les deux fonds qui est de l'ordre de 25%, donc forcément, on est aussi beaucoup amené à travailler ensemble avec Thomas et Stéphane. Thomas, lui, travaille spécifiquement sur le secteur des valeurs industrielles au sens large et des biens d'équipement, qui regroupe eux-mêmes beaucoup de secteurs. Et Stéphane, lui, a plus un profil sur les sociétés liées au secteur de l'immobilier et de la santé au général. Donc ça passe par les maisons de retraite, les labos pharma,
la santé animale, les équipements médicaux, etc. Et Bastien, qui travaille plus spécifiquement à mes côtés sur les petites et moyennes valeurs, notamment sur les valeurs hors de France, et qui développe de belles expertises dans les secteurs de l'automobile et de la distribution. En termes de process de gestion, avant peut-être de rentrer dans le détail technique de ce qui nous intéresse et comment est-ce qu'on gère, ce qui est important, c'est quand même de rappeler les principes sur lesquels repose ce process. Et il y en a deux qui sont quand même assez fondamentaux, qu'on nous qualifie particulièrement, c'est que nous sommes vraiment libres et indépendants. Libres et indépendants en tant qu'investisseurs, ce que je dis souvent, c'est qu'on ne délègue pas la décision d'investissement, on souhaite vraiment maîtriser chaque cas d'investissement dans lequel on investit de A à Z, donc, ce qui veut dire, c'est un peu le corollaire qui est ici mentionné en deuxième point, c'est il est important pour nous de raisonner sur la base de nos propres hypothèses et de notre propre horizon de temps. C'est quelque chose de vraiment essentiel. Typiquement, sur l'année 2020, qui a été une année très très volatile, il a été très très important pour nous d'être capable de s'extirper de la tornade boursière qu'on a eue en mars, de prendre un petit peu de recul sur la valorisation des entreprises, d'être capable de se projeter sur un horizon de 2-3 ans, indépendamment de ce que le marché nous dit à court terme, pour pouvoir justement comparer la valeur intrinsèque d'une entreprise sur un certain horizon de temps et ce que le marché nous propose à l'instant T. Sachant que le marché, notamment dans les périodes extrêmes comme celle qu'on a vécue en mars-avril dernier, peuvent faire preuve d'une certaine irrationalité et donc il est vraiment important pour nous d'avoir notre propre avis sur la valeur intrinsèque de l'entreprise. Donc d'un point de vue pratique, ça se traduit par une approche un peu multidimensionnelle, on va dire, en tout cas sur deux dimensions principales. Une très focus sur, très analytique, qui consiste vraiment à regarder de près, à la loupe, voire même au microscope, ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise et sur ses comptes. Et une autre qui consiste plutôt à prendre beaucoup de recul, à s'accrocher à des repères très tangibles, quasiment temporels, qui vont justement nous permettre de garder la maîtrise et de ne pas se faire, entre guillemets, balader par le marché. Donc l'approche analytique, elle est très simple. La recherche est avant tout propriétaire. Encore une fois, c'est cohérent avec ce que je disais tout à l'heure. Toute la recherche et toute l'analyse est faite en interne, c'est important pour nous. Elle s'appuie principalement sur des informations primaires, donc rapport annuel, présentation, rencontre avec le management. Elle est conduite dans la durée, c'est vraiment une matière vivante qui s'enrichit publication après publication, rencontre avec le management après rencontre avec le management. C'est aussi le fruit de nos réflexions, nos discussions au sein de l'équipe, nos échanges. Et donc vraiment, ça se construit à travers le temps. Forcément, c'est une activité, l'analyse en tout cas est assez chronophage, ça prend un certain temps, et donc mécaniquement, notre univers d'investissement est particulièrement restreint. Le but de tout ça, bien sûr, c'est d'avoir nos propres prévisions de résultats pour aboutir à une valorisation qui soit encore une fois la nôtre. Et je vous le disais, donc tout cela est aussi en lien avec des repères qu'on a qui sont extrêmement tangibles. L'un des premiers, l'un des principaux, c'est qu'un cours de bourse, alors c'est une évidence, hein, mais un cours de bourse finit toujours par suivre l'évolution des résultats. Il faut vraiment bien avoir ça en tête. Et typiquement, sur la période de mars-avril dernier, c'était vraiment essentiel de garder ça en tête. Et donc, ce qui est beau justement sur les marchés actions, c'est qu'il peut y avoir des écarts assez importants entre la valeur intrinsèque d'une entreprise et ce que nous propose le marché à court terme. Et donc, vous l'aurez compris, il n'y a aucun market timing chez Keirao. On s'intéresse uniquement plus du stock timing, en tout cas à la valeur intrinsèque de chaque entreprise, prise une à une de manière complètement indépendante. C'est comme ça que se construit le portefeuille, c'est comme ça que se construit la performance du fonds. À aucun moment, on va prendre une décision d'allocation liée sur une anticipation quelconque de l'évolution d'un indice ou d'une catégorie ou d'un segment ou que sais-je encore. Vraiment, la performance du fonds est la somme des performances individuelles des lignes qui le composent. Et cette performance individuelle elle-même se compose, en tout cas, se construit sur la base d'un objectif absolu. Notre objectif, il n'est pas relatif, il est vraiment absolu. Sur chaque ligne, on cherche à avoir un objectif de cours qui nous permet de dégager sur moyen long terme un rendement annualisé de l'ordre de 8 à 12%. Peut-être un petit peu plus haut sur les small cap, plutôt chercher la zone des 15%, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée sur ce qui nous intéresse sur chaque cas d'investissement. D'où l'importance aussi d'avoir un certain horizon de temps devant soi, parce que à court terme, il peut y avoir des variations plus ou moins fortes. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'on a un turnover qui est particulièrement faible, de l'ordre de 20% en moyenne, donc il y a 20% du portefeuille qui change chaque année. Ça correspond en moyenne à une durée de détention de l'ordre de 5 ans. Vous verrez qu'en 2020, le turnover a beaucoup augmenté, mais c'est clairement lié à ce que nous a proposé
les marchés durant cette crise. Et pareil, conséquence assez mécanique, c'est que le portefeuille est très concentré, un top 10 qui représente plus de 40% et un top 20 qui est pas loin de 70%. On essaie vraiment de ne pas confondre diversification et dispersion. On est très diversifié avec 46 lignes en portefeuille aujourd'hui sur le fonds small cap, mais on n'est vraiment pas concentré, on est très focus et on n'a vraiment pas besoin d'avoir une super idée tous les 4 matins. Donc en termes d'univers d'investissement, je vous le disais, il est assez restreint, il débouche sur à peu près 200-250 sociétés. Il n'est pas issu le fruit de, enfin c'est pas le fruit pardon d'un screening quantitatif, c'est vraiment le fruit de filtres qualitatifs très en amont, notamment d'un point de vue sectoriel, parce qu'il y a des secteurs qu'on apprécie beaucoup plus que d'autres pour leur qualité intrinsèque, pour leur capacité de croissance, pour les avantages compétitifs qu'ils ont, pour la capacité à avoir des retours sur capital employé très élevés. Donc c'est le cas dans le domaine des éditeurs de logiciels, dans le luxe, dans la santé, le médical, dans l'IT services, dans certaines valeurs industrielles. A contrario, il y a des secteurs desquels nous sommes complètement absents structurellement parce que soit c'est pas analysable, soit les profils de risque sont trop faibles, les avantages compétitifs trop faibles, pas assez de barrières à l'entrée, donc les retours sur capital employé aussi sont in fine assez faibles. C'est le cas dans le domaine des matières premières, par exemple, c'est le cas dans le secteur de la banque, de la finance, de l'assurance, c'est le cas dans le domaine des biotech. Alors là, il y a un côté risque avec lequel on n'est pas du tout à l'aise. C'est vraiment des profils de risque très binaires, soit ça marche, soit ça marche pas. Nous, on préfère plutôt avoir 80-90% de probabilité d'avoir raison, même si le rendement est plus faible, potentiellement. Pour gagner une course, on part du principe qu'il faut quand même la terminer. Donc, on préfère vraiment éviter ce genre de secteur beaucoup trop risqué à nos yeux, même si ça a beaucoup performé pour certaines valeurs, plus indépendamment, en 2020. Ensuite, à l'intérieur de ces secteurs, ce qui va nous intéresser, c'est un triptyque dont on parle souvent, mais c'est clairement quelque chose d'important pour nous. Ce qu'on aime bien, c'est quand il se passe quelque chose dans la vie d'une entreprise, ce qu'on appelle une rupture, quelque chose d'important, de structurant, de conséquent, d'impactant en termes de chiffres, parce que c'est là où il va potentiellement naître une inefficience en termes de valorisation. Généralement, quand il y a une rupture importante, ça crée de l'incertitude, ça crée du doute. Le marché aussi a du mal parfois à se projeter. Et donc, ça peut offrir une opportunité pour nous, justement, si on est, encore une fois, indépendant d'esprit et si on prend un peu de recul sur la valorisation. Donc, les ruptures, elles peuvent être de différentes sortes. Ça peut être une grosse acquisition, ça peut être un cycle d'investissement qui arrive à son terme et dont la société n'a pas encore récolté les fruits, ça peut être un changement actionnarial, une négociation de produit, ça peut être pas mal de choses. L'important pour nous, c'est en fait qu'il se passe quelque chose dans la vie d'une entreprise. L'idéal aussi, c'est que cette rupture intervienne sur une société qui a les reins solides. Ça va maximiser notre probabilité justement de sortir par le haut de cette rupture et donc que le scénario que l'on attend se réalise. Et encore une fois, l'idéal, c'est que la valorisation n'intègre pas cette déformation des comptes qu'on anticipe pour que le risque soit finalement surrémunéré et nous permette de surperformer dans la durée. Quelques mots sur notre approche de l'ISR. Alors peut-être, avant de vous parler de ce qu'on fait en tant qu'investisseur, je pense que les enjeux ESG commencent déjà en interne, et c'est vraiment important pour nous en tout cas, dans un souci de cohérence, clairement. Nous sommes plutôt discrets chez Kirao, donc on n'a pas l'habitude de dire ce qu'on fait, notamment en interne, mais je pense que ça peut être important pour vous, pour avoir une meilleure idée, une meilleure appréciation de la culture chez Kirao. Clairement, sur la partie RSE, beaucoup de choses sont faites et depuis l'origine chez Kirao. On a typiquement une démarche éco-responsable sur toute la chaîne, enfin, depuis l'achat de fournitures jusqu'à la consommation d'énergie, le tri et le recyclage des déchets. On travaille notamment avec une société qui s'appelle le Petit Plus, qui nous aide sur ces aspects-là. On a une politique de formation continue, bien sûr, sur le sujet professionnel, mais pas que, aussi sur les sujets plus sociétaux, on va dire, ou personnels, avec des formations liées à la nutrition, liées au bien-être, au gaspillage alimentaire, enfin, pas mal de sujets de sensibilisation. On a des conditions de travail qui sont un peu les plus agréables possibles, avec des fruits, des corvées de fruits à disposition, des cours de yoga et de sport qui sont dispensés depuis plusieurs années. On a une grande flexibilité sur les horaires de travail aussi. Typiquement, personnellement, en tant que gérant, moi, je pratique le télétravail depuis plus de 3 ans.
Alors, pas au même rythme qu'aujourd'hui, mais à raison en moyenne d'une journée par semaine. Donc, clairement, on travaille en bonne intelligence. L'idée est que chacun donne le meilleur de soi-même chez Kirao. Un engagement fort aussi qui a été pris en 2020 sur la partie philanthropique, puisque nous avons décidé de reverser 1% de notre chiffre d'affaires pour des missions philanthropiques, essentiellement à ce stade au travers d'un partenariat privilégié avec la Fondation Impala Avenir, qui est une fondation que nous connaissons bien, puisque typiquement Fabrice Révol est administrateur de la structure depuis plusieurs années. Donc on a une certaine relation de proximité, on sait exactement ce qu'ils font. C'est justement aussi pour ça qu'on s'y intéresse beaucoup. On voulait vraiment que cette démarche-là ait beaucoup de sens pour nous, et donc forcément, ça passe aussi par de la proximité. Et Impala Avenir, en deux mots, il travaille principalement sur deux projets. Les plombiers du numérique, qui visent à de la réinsertion professionnelle par l'emploi, avec une formation courte, qui généralement débouche sur un job immédiat, qui vise un public de jeunes de 18 à 25 ans en situation de précarité. Même sujet sur la maison des marraines, qui là en l'occurrence vise les femmes de 18 à 25 ans, également même catégorie d'âge. Et donc là, ici, c'est sur l'aspect logement, l'emploi et le logement étant deux jambes importantes en termes de réinsertion. En termes d'investissement, donc il y a eu beaucoup d'évolutions. Alors, c'est pas une révolution, mais il y a eu pas mal de choses qui ont évolué en 2020. On a pris beaucoup d'engagements. On a notamment signé les UNPRI, donc les principes pour l'investissement responsable des Nations Unies. On a mis à jour la charte ESG. En prenant le choix, suite à une longue réflexion, beaucoup de discussions en interne, d'avoir une approche d'intégration et non d'exclusion. Donc ça aussi, c'est pas anodin du tout. C'est vraiment très en lien avec la culture Kirao. On a toujours un peu de mal avec ce qui est excluant, en tout cas, qui peut paraître un peu radical dans la forme. On a beaucoup concentré notre travail sur la partie gouvernance, parce que c'est un peu central chez nous en termes ESG. Généralement, les enjeux écologiques et sociaux découlent finalement d'une volonté au sein des organes de direction, et donc le sujet de la gouvernance est assez clé. Donc, on a mis en place notamment une matrice interne pour chaque société qu'on a en portefeuille, qui permet, sur la base d'une quinzaine ou une vingtaine de paramètres, de juger qualitativement de la qualité d'une gouvernance d'une entreprise. Donc, ça parle de rémunération, de l'indépendance du conseil d'administration, de protection des actionnaires minoritaires, etc. Beaucoup de sujets qu'on scrute de près. On a également amendé la politique de vote avec un vote systématique à toutes les assemblées générales des sociétés qu'on a en portefeuille. Par le passé, on votait plutôt quand on n'était pas d'accord avec une résolution. Désormais, on vote à toutes les assemblées générales, même si on est d'accord avec toutes les résolutions, ce qui permet quand même de signifier aux entreprises que nous sommes bien présents et que nous suivons parfaitement les propositions qui sont, les résolutions qui sont proposées. Et puis, dernier point, non des moindres, on a aussi calculé le bilan carbone des fonds. Comme vous pouvez le constater, il est assez excellent, puisqu'on surperforme largement celui de nos indices. On est extrêmement bien noté, puisqu'on a la note maximale sur Small Cap et 4 globes sur 5 sur Multicap. Donc, vous voyez qu'en termes de composition, les fonds sont extrêmement bien positionnés sur les enjeux ESG. Quelques mots maintenant sur Small Cap. Alors, les cartes d'identité, pour ceux qui connaissent moins le fonds, donc c'est un fonds qui fait plutôt quasiment 120 millions d'euros aujourd'hui. Donc, c'est un fonds de stock picking pur. Qui est essentiellement investi en France, mais qui a quand même quasiment un quart de son encours investi hors de France. On a 46 valeurs en portefeuille, et je le disais tout à l'heure, vous pouvez le voir sur le camembert à droite, on a un top 10 qui présente plus de 45%, enfin quasiment 45% du portefeuille, et un top 20 quasiment 70%. En termes de capi, le cœur du portefeuille, c'est vraiment les mid and small, entre 500 millions et 5 milliards, ça représente plus de la moitié du portefeuille, sachant que la capi moyenne pondérée sur le fonds est de l'ordre de 6 milliards d'euros et la médiane est d'à peu près 1,2 milliard d'euros. Donc on a vraiment de la place pour avoir une taille d'encours beaucoup plus importante sur le fonds aujourd'hui. En termes de performance historique, donc on a une surperformance qui est assez régulière, à part 2017 peut-être. 2020, on fait une année en ligne avec l'indice globalement. Et depuis l'origine, on a une performance qui est quasiment un doublement en fait de la valeur liquidative du fonds. On fait plus 93 contre 38 pour l'indice de référence. Et puis moi, un indicateur que j'aime bien, c'est le rendement annualisé qui est de l'ordre de 12,2% ici.
contre 5,8% pour le CAC Small LR, donc c'est plus que le double en fait, avec une volatilité plus faible. Et comme vous le voyez, une notation au 31 décembre 2020 qui est 5 étoiles chez Morningstar, note maximale et également chez Cantalis. Et puis, indépendamment de la régularité de la performance, ce qui est, je pense, intéressant chez nous en tant que stock picker et en tant que gérant actif, parce qu'on parle beaucoup de gestion passive, mais notre valeur ajoutée, c'est tout de même aussi d'être capable de surperformer dans différentes phases de marché. Et clairement, entre 2015 et 2017, sur un marché haussier, on a pris une belle avance. Mais fin 2017, on commençait à être mal à l'aise avec ce qu'on avait sur le marché. Et donc, on avait commencé à dérisquer beaucoup de portefeuilles, à avoir un petit peu plus de cash. Ce qui nous a permis clairement de surperformer en 2018, puisqu'on a fait plus de 7 points d'écart par rapport au CAC Small. En 2019, en fait, fin 2018, on avait déjà commencé à fortement réinvestir, notamment en décembre 2018, et à reprendre plus de risques sur les valeurs en portefeuille. Et donc, on fait plus qu'accompagner la hausse en 2019 avec 5 points de surperf. Et en 2020, année très particulière, on réussit quand même à faire l'indice, à progresser de quasiment 8%, sachant que pour information, le CAC Mid Small fait à peu près 0 sur l'année 2020, donc il y a un gros écart entre le CAC Small et le CAC Mid Small. Mais justement, on va en parler juste ici sur le détail de l'année 2020. Donc en 2020, on fait, je vous le disais, une performance en ligne avec celle de l'indice. C'est une année très particulière, hein, vous imaginez bien. On a une très forte baisse en début d'année. On fait moins 34 contre moins 38 pour l'indice. On a amorti quand même une bonne partie de la baisse, même si on avait commencé dès fin 2019 à réinvestir fortement et avoir un positionnement pour la reprise. On a été clairement surpris par la violence du choc, de la crise du Covid, mais encore une fois, ce qu'on dit souvent, c'est que notre but, c'est pas d'anticiper les crises, c'est plutôt d'en profiter. C'est une chose qu'on a réussi à faire clairement sur les semaines de baisse et la reprise après, puisque si vous regardez d'une part le turnover, il a fortement augmenté, ce que je disais tout à l'heure, il est passé de 13 à 32%, donc c'est clairement bien plus que nos mouvements habituels. Et beaucoup de mouvements ont été faits sur cette période, en fait, entre le 16 mars et fin mai, début juin. Et comme vous pouvez le constater, finalement, sur l'année, les principaux contributeurs du fonds sont tous issus de mouvements qui ont été réalisés sur cette période-là. Que ce soit dans le secteur automobile, avec des acteurs comme Peugeot, comme Fiat, qui n'apparaît pas ici, ou même Acwell, ou dans le domaine de la distribution, avec des acteurs comme Fnac ou Maison du Monde. Et puis, dernier point sur lequel je souhaite également insister, c'est que ce n'est pas forcément évident de s'en rendre compte de l'extérieur, mais toutes les performances ne se valent pas. Et clairement, le 8% qu'on fait aujourd'hui, il ne se construit pas de la même manière que le 8% de l'indice, dans le sens où il y a eu très peu d'inflation de multiples au sein du fonds. On est toujours très, très éloigné de certaines situations que l'on pourrait qualifier de bulles, notamment quand c'est en lien avec les biotech ou certaines énergies vertes, certaines valeurs dans le secteur des énergies vertes. Là, je vous ai mis un peu les principaux contributeurs de l'indice, que sont en 2020 Neoen, Albioma, AB Science, Valneva ou Macri. C'est clairement des sociétés qui n'ont pas forcément vocation, à part peut-être pour Neoen et Albioma, qu'on a regardé, mais qui présentent des risques non négligeables pour nous. C'est clairement pas des sociétés qui sont dans notre univers d'investissement. En tout cas, ce pas des risques sur lesquels on souhaite s'engager. Donc, il n'y a vraiment aucun regret, aucun sujet là-dessus. Mais je tiens à insister sur le fait que la performance du fonds a été construite de manière extrêmement saine en 2020. Maintenant, si on découpe l'année en deux, on regarde un peu ce qui s'est passé sur le début d'année. Donc, on a eu une forte baisse, ça ne vous a pas échappé sur le début de l'année, même si on a récupéré plus que toute la baisse en fait par la suite. Mais dans ce mouvement de baisse, on a amorti une bonne partie, on a amorti à peu près 12% de la baisse, parce qu'on fait mieux. Habituellement, c'est vrai qu'on amortit un petit peu plus, mais là, je vous le disais, on a été à la fois surpris et on avait commencé à réinvestir. Et puis, on avait quelques valeurs très endettées, mais avec des business models très solides, qui ont été emportés par la baisse, avec des baisses de l'ordre de 65-70%, comme pour AK et pour Elis, typiquement. Et puis d'autres valeurs dans des secteurs plus de consommation discrétionnaire ou dans des secteurs plus industriels, comme Crib dans l'intérim, Benito, ça c'est de la consommation purement discrétionnaire, ont été également plutôt sous-performants sur cette période-là. Et puis à l'inverse, on a eu beaucoup de valeurs, plus de 30% du portefeuille qui ont fortement surperformé.
notamment dans la tech, avec des valeurs comme Harvest, que vous connaissez probablement très bien, qui est un éditeur de logiciels qui a fait l'objet d'une OPA par son management par le passé, qu'on avait en portefeuille et qui n'a globalement pas bougé dans la baisse. Même scénario pour Evolis, donc ça c'est deux lignes importantes qui représentaient 8% du portefeuille. EasyVista qui a fait l'objet d'une OPA à laquelle on a apporté nos titres. Des SS2I, des IT Services en lien avec la transformation numérique et digitale des entreprises qui ont très bien résisté dans cette partie-là. C'est le cas avec des sociétés comme Neuro ou Infotel. Et puis ensuite des sociétés présentes sur des niches de croissance comme Pharmagest, Somfy ou Vetoquinol, dans des secteurs très différents qui ont extrêmement bien résisté. Et puis il y a eu un petit effet bénéfique de la position de cash, mais qui n'était pas majeur non plus. À l'inverse, dans la foulée, on a eu un mouvement de très forte hausse, plus de 60%. 74% pour l'indice. On a fortement accompagné ce rebond. Encore une fois, j'insiste sur ce point-là, mais de manière assez saine, et essentiellement le fruit de forts réinvestissements qu'on a réalisés quasiment au plus bas en fait en mars dernier. Et typiquement, ce qui est intéressant, c'est qu'une société comme Elis, qui nous a coûté tout à l'heure, je le disais, quasiment 4 points de performance dans la baisse, en baissant de quasiment 70%, qui finit l'année à moins 26%, eh bien, a fini quand même par contribuer de manière positive à la performance du fonds, grâce justement au fait d'avoir renforcé cette ligne de manière importante au plus bas, quasiment au plus bas de la crise. Et quand on regarde un peu la somme, si vous faites la somme de ces 5 principaux contributeurs là, sur la période haussière de 2020, on a à peu près 20 points cumulés qui ont été générés par à peu près 22% du portefeuille. Ce qui veut dire qu'en moyenne, ces sociétés-là ont quasiment toutes doublé. Donc ça a été une très très belle performance, quasiment aucune contribution négative sur la fin de l'année. Et malgré cette performance sur certains mouvements, beaucoup de valeurs par portefeuille n'ont pas encore délivré ce qu'on en attend, leur plein potentiel. Et justement, on va en parler tout de suite parce qu'il y a eu des mouvements importants au sein du portefeuille d'un point de vue sectoriel. Même si on ne raisonne jamais d'un point de vue sectoriel, mais le fait est, c'est que la conséquence se voit d'un point de vue sectoriel. On a eu des mouvements, là c'est classé en fait, vous avez les poids fin 2019, les poids fin 2020, et donc vous avez l'évolution, la variation du poids entre les 2 années, et vous voyez que le secteur industriel a beaucoup évolué, il est passé de 8 à 17%, donc c'est la plus grosse variation sectorielle au sein du portefeuille, notamment parce que nous sommes revenus sur le secteur automobile, dont nous étions absents depuis plusieurs années, aussi sur certaines valeurs industrielles comme Manitou. Pareil pour la distribution qui a baissé de manière, selon nous, en grande partie, en tout cas la baisse est exagérée, alors je ne vais peut-être pas utiliser le terme irrationnel, mais on a été particulièrement bas sur certaines valeurs. Typiquement, Fnac c'est tombé jusqu'à 16-17 €, 400 millions de capitalisation boursière, alors qu'on sait que même si sur 2020 on ne savait pas exactement quel allait être le niveau de rentabilité, mais on savait qu'ils allaient garder une rentabilité proche de 200 millions d'euros à peu près. Donc on est tombé vraiment sur des niveaux extrêmement bas en termes de valorisation sur beaucoup de sociétés de ce secteur-là, qui sont pourtant des leaders dans leur domaine, avec des positions très intéressantes, notamment grâce à un modèle omnicanal. Et donc clairement, on a été renforcé fortement ce secteur-là. L'immobilier commercial, alors là, c'est clairement une opportunité que nous a offerte ce genre de crise, où il y a eu un stress important, un stress crédit, qui n'est pas terminé, mais on est vraiment tombé extrêmement bas en termes de valorisation. Donc là, c'est des sociétés comme Unibail et Klépierre, essentiellement, qui représentent aujourd'hui 4% du fonds. Dans le secteur des médias aussi, des opportunités qui sont apparues en pleine crise, notamment sur Publicis, TF1 et M6. M6 n'était pas en portefeuille typiquement l'année dernière. TF1 et Publicis sont plutôt des lignes qui ont été renforcées. Et tout ça a été finalement financé, entre guillemets, par des allègements, par des arbitrages, je le disais, sur le secteur technologique, avec des sociétés comme Harvest et Evolis qui représentaient quasiment 8% et dont on s'est séparé puisqu'elles n'avaient quasiment pas bougé. Et qu'en face, on avait des sociétés comme Maisons du Monde, comme Fnac, qui avaient perdu plus de 50% de leur valeur. Donc forcément, on a été tenté d'arbitrer, ce qu'on a fait assez rapidement. Ça a été le cas aussi sur EasyVista, je vous disais, on a apporté nos titres à l'OPA, puis on a allégé aussi quelques valeurs du secteur des biens de conso, notamment dans le domaine de l'habillement. Et puis dernier point, là aussi mécanique, parce qu'on était plutôt à la recherche de cash, on a utilisé les liquidités qu'on avait en portefeuille pour les faire tomber à moins de 3%. Et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons,
il y a 0% en portefeuille de liquidité. Nous sommes clairement full invest aujourd'hui. Voilà, j'ai à peu près fini pour cette partie-là. Je vais passer la parole à Bastien et puis je reprendrai la parole juste derrière pour vous parler du cas Maison Gemini. Bonjour à toutes et à tous. Comme Saad vous l'a indiqué, je vais vous parler de la classe d'actifs. Ça nous semblait important aujourd'hui de vous faire un petit point sur le sujet compte tenu des 2 années qu'on vient de traverser sur la catégorie. Alors, sur la partie gauche de la présentation, on vous a affiché les écarts de performance relatifs entre le CAC Mid and Small et le CAC 40. Comme vous pouvez le constater, les petites et moyennes valeurs ont retrouvé le chemin de la surperformance en 2020 avec un écart de l'ordre de 5,8%. Pour être précis, le CAC Mid and Small a perdu un petit peu plus d'1%, 1,2% il me semble sur l'année, quand dans le même temps le CAC 40 en perdait 7%. Finalement, l'année 2020 ainsi que la légère surperformance de 2021 viennent en quelque sorte confirmer la capacité assez structurelle de la classe d'actifs à surperformer les large caps dans le temps. Alors vous me direz, c'est une observation un petit peu généralisée, hein, mais si on remonte à 2020 comme on l'a fait ici sur la partie gauche de la présentation, les petites et moyennes valeurs surperforment en rythme annuel les large caps plus de 75% du temps, à savoir 16 années sur 21, et dans des amplitudes assez importantes. 2020 est une année assez intéressante puisqu'elle s'inscrit après 2 années de sous-performance, chose quasi inédite puisqu'on ne l'a rencontrée qu'une seule fois sur la période analysée en 2007 et en 2008, donc après la crise des subprimes, et cette fois-ci dans des amplitudes beaucoup plus importantes puisque en seulement 2 ans et en cumul, le CAC Mid and Small a accumulé plus de 20 points de retard, quand dans le même temps le CAC Small lui dépassait les 30 points. À titre indicatif, on vous a également mis sur la partie droite de la présentation les performances cumulées hors dividendes réinvestis des 2 indices, en débutant la période d'analyse à 2004 pour être un petit peu plus juste avec le CAC 40 et donc en enlevant entre guillemets l'explosion de la bulle Internet. Et ce qu'on constate, c'est que les petites et moyennes valeurs ont progressé de 264%, quand dans le même temps le CAC 40 ne progressait que de 52%. Ce qui nous donne un TRI, un rendement analysé de l'ordre de quasiment 8 points pour les petites et moyennes valeurs, contre seulement 2,5 points pour le CAC 40. Alors si on zoome maintenant sur les 3 dernières années, qui est la période qui nous intéresse le plus, on constate effectivement qu'un écart s'est creusé, un écart important en 2018 et en 2019, écart qui est allé jusqu'à plus de 30 points en début d'année 2020. La baisse a été très forte sur le CAC Small NR, comme vous pouvez le voir sur la partie gauche du graphique, puisque si on prend le point le plus haut en 2018 et son point le plus bas également en 2018 pour le même indice, celui-ci a perdu près d'un tiers de sa valeur. Donc, la baisse a été très brutale et rapide. Depuis début janvier, cet écart de plus de 30 points, la classe d'actifs a amorcé un rattrapage qui s'est matérialisé en 2 temps. Un premier temps à l'été 2020, puisqu'on est passé de plus de 30% d'écart à une vingtaine de pourcents, jusqu'à atteindre aujourd'hui un écart d'environ 12 points, grâce à un fort rattrapage au mois de novembre. Chose intéressante, le CAC Small NR n'a toujours pas, malgré le rattrapage de cet été et de fin d'année, rattrapé ses points les plus hauts de l'année 2018. S'agissant maintenant des encours de la catégorie, vous n'êtes pas sans savoir que la décollecte a été assez massive sur la classe d'actifs en 2018 et a joué en quelque sorte le rôle de circonstance aggravante dans cette sous-performance. Petite nuance ici, on vous présente les encours de la catégorie en intégrant la performance des indices. Et ce qu'on constate, c'est qu'au plus haut, à savoir il me semble au T3, T4 2017, la classe d'actifs atteignait quasiment 29 milliards d'euros d'encours. On parle ici des fonds France Mid and Small, source Ports-en-Part, société qui elle-même se source au sein de l'AMF. Et la liste est plutôt exhaustive puisqu'elle intègre 160 fonds, plus de 500 parts. Donc c'est assez représentatif de l'encours total de la catégorie.
On voit qu'aujourd'hui, on a retrouvé la barre des 20 milliards fin janvier 2021, mais on est encore très loin des niveaux les plus hauts de fin d'année 2017. Maintenant, si on s'intéresse purement à l'effet collecte-décollecte pur, c'est-à-dire cette fois-ci retraité de l'effet perf des indices du marché, on voit effectivement cette courbe assez vertigineuse à la baisse en 2018, mais en prenant un petit peu de recul et en apportant de la nuance, on voit également qu'en 2017, le mouvement de collecte avait été très fort, notamment sur la partie PEA-PME, porté probablement, il faut le dire, par de belles performances. Et cette dynamique s'est ensuite inversée en 2018, puisque si on prend le point de collecte en cumul au plus haut, à savoir vers septembre-octobre 2017 à aujourd'hui, près de 6 milliards d'euros d'encours se sont évaporés, ce qui représente 20 à 25% de l'encours moyen de la catégorie sur la période. Et on parle ici, encore une fois, net de perf, donc en nombre de parts. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette baisse, dans cette décollecte, celle-ci a eu lieu non seulement en 2018, ce qui semble plutôt logique dans la mesure où les indices ont connu une année très difficile, les indices petites et moyennes valeurs en l'occurrence, mais également en 2019, malgré le rebond des marchés. On peut apporter une petite nuance positive. Vous voyez tout en bas à droite de la présentation que ce fort mouvement de décollecte semble aujourd'hui se stabiliser. Il semble aujourd'hui derrière nous. On assiste même depuis le mois de novembre, probablement en lien avec le second rattrapage dont je vous ai parlé précédemment, à un mouvement de collecte encore un petit peu timide, mais quand même optimiste. Enfin, je vais faire un petit point sur l'évolution des liquidités au sein du portefeuille Kerao Small Cap. Comme l'a dit Saad il y a quelques instants, on est globalement full invest aujourd'hui. Et finalement, cette sous-performance de la classe d'actifs en 2018 et en 2019, qui s'est accompagnée de cette forte décollecte, a quand même eu certaines vertus, du moins pour nous en tant qu'investisseurs, puisqu'elle nous a permis de retrouver un environnement plus sain en matière de valorisation et surtout plus intéressant en ce qui concerne les opportunités d'investissement. Cet environnement, il se retranscrit directement dans notre niveau de liquidité. Et d'ailleurs, je tiens à vous le rappeler qu'on était monté à quasiment 20% en termes de liquidité au sein du portefeuille fin 2018. C'était une période très particulière où on était particulièrement mal à l'aise avec les niveaux de valorisation de la classe d'actifs, ce qui expliquait ce niveau de liquidité très élevé. Et je tiens à souligner que c'était une situation totalement exceptionnelle, puisque finalement, en tant que fonds action, on a plutôt tendance à être investi à hauteur de 95% au minimum et de manière structurelle. Depuis ce pic de fin d'année 2018, le réinvestissement a été assez progressif et a évolué directement en ligne, on va dire, avec notre degré de confort vis-à-vis des niveaux de valorisation des petites et moyennes valeurs. Et la crise du Covid est venue confirmer cette tendance en nous offrant de nouvelles opportunités. Malgré tout, on évolue aujourd'hui dans un environnement qui reste très instable. Et dans cet environnement instable, on se rattache énormément à notre process de gestion et aux repères qui s'en accompagnent. Et on essaye un maximum de trouver des opportunités qui collent au plus proche de nos exigences en termes de couple rendement-risque. Je vais rendre la parole à Saad qui va vous parler maintenant du cas Maison du Monde. Merci Bastien. Donc effectivement, une classe d'actifs qui a quand même sous-performé en 2018-2019 et qui maintenant resurperforme de manière importante en 2020 et début 2021, qui a beaucoup décollecté aussi en 2018-2019 et qui commence en 2020 à recollecter aussi. Donc c'est quand même des signaux assez intéressants au niveau de la catégorie. Et en tout cas, de notre point de vue, des opportunités de plus en plus nombreuses, en tout cas qui nous rendent très à l'aise pour être complètement investis aujourd'hui. Pour finir cette présentation, je voulais vous parler au travers du cas Maison du Monde, je voulais vous montrer concrètement l'importance que pouvait avoir pour nous, pour nous l'analyse financière au quotidien dans notre travail
en tant qu'analyste d'abord et en tant que gérant ensuite, parce que les deux sont intrinsèquement liés. L'idée ici, c'est de vraiment partager avec vous la réaction qu'on a eue, Bastien et moi, quand on s'est penché sur le modèle Maison du Monde, dont on est actionnaire depuis, je vous le disais, mars dernier. On a déjà été actionnaire par le passé, mais on était complètement sorti. On est revenu en mars dernier à un prix de l'ordre de 6 euros. Mais en fin octobre, début novembre dernier, on a eu quand même une baisse assez forte du cours de bourse en l'espace de quelques jours, comme vous pouvez le voir sur le graphique à droite ici. On a perdu quasiment un quart de la valeur boursière parce qu'on parlait d'un potentiel, on était en pleine deuxième vague, on parlait d'un potentiel reconfinement dur avec des magasins fermés, ce qui s'est concrétisé d'ailleurs. Et donc, forcément, on a rapidement cherché à comprendre quel était l'impact potentiel de ce confinement et de voir ce que ça pouvait, comment ça pouvait se traduire en termes de chiffre d'affaires, en moins, en termes de résultats, et donc en termes de valorisation, et est-ce que ça devait ou pas déboucher sur un acte de gestion de notre part. C'est un raisonnement qu'on a systématiquement quand il se passe quelque chose dans la vie d'une entreprise dont on est actionnaire, ou en tout cas qui est dans notre univers d'investissement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti du chiffre d'affaires groupe. Je vais essayer de développer avec vous l'équivalent d'un modèle Excel qu'on a sur Maison du Monde, mais qui fait plus de 200 lignes et quasiment autant de colonnes. Mais là, c'est simplifié, mais le cheminement est vraiment le même en termes de raisonnement. Donc, on est parti du chiffre d'affaires groupe, à peu près 1,2 milliard. On a bien sûr enlevé toute la partie du chiffre d'affaires qui est hors de France, parce que là, on parle d'un confinement en France uniquement, on parle d'une mesure purement française. On s'est bien sûr concentré sur le quatrième trimestre, parce que les 9 mois étaient derrière nous. Et au sein du quatrième trimestre, ce n'est pas 3 mois de confinement, c'est seulement, on partait plutôt sur un mois de novembre. On avait encore un peu de doute sur décembre, mais on ne sait pas qu'ils allaient mettre en risque un mois aussi important que le mois de décembre, notamment dans le retail. Et donc, on aboutit sur une exposition en risque de l'ordre de 75-80 millions d'euros, donc à peu près 6-7% de chiffre d'affaires groupe. Mais en fait, quand on creuse encore un peu plus, on sait que Maison du Monde, d'ailleurs, c'est l'une des beautés du modèle, c'est qu'ils ont plus d'un quart de leur chiffre d'affaires, c'est même plus de 30% en 2020 qui est réalisé sur Internet. Et donc, si on enlève cette partie réalisée sur Internet qui n'est bien sûr pas impactée par cette mesure de confinement, au contraire même, c'est plutôt tendance à en bénéficier. Le vrai chiffre d'affaires magasin, c'est plutôt 58-60 millions d'euros, et donc c'est à peu près 5% du chiffre d'affaires groupe. Donc, c'est pas neutre, c'est pas non plus catastrophique à l'échelle du groupe. Sachant qu'il y a différents éléments de compensation possibles. Et justement, si on rentre dans le détail de notre modélisation mois par mois et segment par segment, on se rend compte déjà que le chiffre d'affaires magasin, ce n'est pas 100% qui disparaît, mais plutôt 75-80, parce qu'il y a quand même une bonne part du chiffre d'affaires du groupe qui est réalisé avec le click and collect, chose qui était possible sur ce deuxième confinement du mois de novembre, alors ce n'était pas le cas lors du premier, donc c'est pas neutre. On sait par expérience, justement, parce qu'on avait ce premier confinement derrière nous, que le chiffre d'affaires online me permettait, même si on part d'une base plus petite, vous voyez les chiffres ici, mais ça permet de compenser quand même quelques millions d'euros qui sont perdus en magasin. Et donc finalement, sur un mois de novembre, malgré un confinement, on n'a pas eu 100% du chiffre d'affaires qui a disparu, mais plutôt autour de 50%. Encore une fois, c'est pas neutre, mais c'est pas non plus catastrophique. Sachant que sur le quatrième trimestre, on savait que le mois d'octobre s'était plutôt bien passé. Par les échanges qu'on a eus avec la société suite à la publication du troisième trimestre, on savait que c'était dans la même lignée que le troisième trimestre, avec une croissance de l'ordre de 10-12%. Donc, tous ces chiffres-là sont nos estimations purement personnelles. Et un mois de décembre, on savait aussi, de par expérience, parce qu'on avait le premier confinement encore une fois juste derrière nous, qu'il y a un effet rattrapage lors des déconfinements, rattrapage qui a probablement été un petit peu accentué par le décalage du Black Friday de novembre à décembre. Donc, on a mis une croissance à 2 chiffres sur la partie magasin en décembre, et puis on a continué d'anticiper une forte croissance online, ce qui fait qu'on a un très bon mois de décembre avec à peu près 14% de croissance. Donc, quand on fait la somme de tout ça, sur le trimestre, ils ont probablement fait autour de moins 9% en termes de chiffre d'affaires, selon nos estimations à nous. Donc finalement, encore une fois, quand on regarde, on prend un peu de recul, c'est pas si catastrophique que ça. Sachant que dans nos attentes, le différentiel par rapport à nos attentes pré-BS et avant qu'on parle de ce deuxième confinement, nous on s'attendait plutôt à un chiffre d'affaires stable sur le T4, sur le quatrième trimestre. Donc en fait, par rapport à nos attentes, il y a à peu près 20 millions d'écart en termes de chiffre d'affaires qui se traduisent assez rapidement en 6-7 millions de résultats.
Mais encore une fois, quand on prend du recul, 20 millions de chiffre d'affaires d'écart par rapport au chiffre d'affaires groupe, c'est pas non plus pas la fin du monde, c'est 1,5% du chiffre d'affaires, donc on parle quasiment de l'ordre de l'épaisseur du trait. Et puis en termes de résultats, alors c'est 6-7%, c'est pas, encore une fois, c'est pas neutre. Mais est-ce que ça justifie 23-25% de baisse du cours de bourse? Sûrement pas. Surtout qu'il y a une dimension quand même très très exceptionnelle dans ce genre de mouvement, dans ce genre de mesures en fait de confinement. Et clairement, il ne faut pas considérer l'année 2020, ça c'est une chose qu'on a dite dès le mois de mars. C'est ce qui nous a permis d'agir avec force en plein mois de mars. Il ne faut pas considérer l'année 2020 comme une année normative. Il faut vraiment être capable de prendre du recul et de se projeter sur un environnement encore une fois plus normatif. Et quand on compare un petit peu nos hypothèses pré et post deuxième confinement, finalement les écarts sont pas monstrueux encore une fois. Là, si vous regardez, forcément en 2019, les chiffres sont déjà publiés, mais avant on attendait à peu près 91 millions de résultats opérationnels. Là, on est passé à 86, donc encore une fois, c'est pas neutre, mais ça justifie clairement pas une baisse aussi violente du cours de bourse. Et si vous projetez un petit peu plus loin, plus vous vous projetez loin, plus les effets sont lissés, parce que quand vous regardez les différences en termes d'attente, c'est de l'ordre de 2 millions d'euros sur le résultat opérationnel 2023. Donc c'est pas non plus majeur. Donc une fois qu'on a dit ça, clairement, l'idée ici c'était de partager cette réaction qu'on a eue avec Bastien. On s'est regardé, on s'est dit finalement c'est quand même pas si massif que ça, et clairement ça justifie peut-être pas une telle baisse du cours de bourse. Donc on a regardé rapidement ce qu'on fait systématiquement, ce que price le marché, ce qu'il intègre en termes de valorisation. Et quand on est tombé à 11 euros, donc quasiment plus bas, la CAPI était de l'ordre de 515 millions d'euros. On sait que d'ici 2 ans, ils vont faire, sachant qu'en 2019, ils ont déjà fait plus de 100 millions d'euros, ils ont fait quasiment 120 millions de résultats opérationnels. On sait que dans les 2 prochaines années, notamment grâce aux parts de marché qu'ils ont gagnées sur une année comme 2020, ils vont retrouver une base de résultats d'au moins 120 millions d'euros, 120, 125. Et en termes d'endettement, ils seront quasiment désendettés. Donc en fait, vous avez une valeur d'entreprise d'à peu près la CAPI, donc c'est à peu près 500 millions d'euros. Donc 500 millions d'euros rapportés à 120, 125 millions de résultats, ça fait à peine 4 fois et demi le résultat opérationnel. C'est quand même très très peu cher dans un environnement de taux où les taux sont au plus bas. Pour une société comme Maisons du Monde qui a passé un crash test grandeur nature en 2020 et finalement ils finissent l'année avec un chiffre d'affaires en baisse d'à peine 6%, en fait c'est même 3,5% si on prend les ouvertures de magasins. Donc ils ont très très bien géré la crise, ils ont encore un potentiel de croissance non négligeable. Et donc nous on pense clairement que payer 8 fois dans l'environnement de marché actuel une société comme Maisons du Monde, ça justifie assez facilement, même s'il y a encore des risques sur le niveau de marge, sur la pérennité de la croissance, etc. Mais payer 8 fois, ça ne nous paraît pas du tout aberrant. On n'est même pas rentré sur une logique de sum of the parts, où on calcule la partie online séparément pour appliquer les ratios de pure player online, etc. Là, on aboutirait à un target price de l'ordre de 32 euros. Mais juste en appliquant un multiple de 8 fois, on arrive assez facilement au-dessus de 20-21 euros. Donc vous comprenez que entre 11 et 13 euros, qui est le niveau sur lequel on a finalement moyenné et renforcé la ligne, le coût prendre risque est extrêmement faible de notre point de vue. Donc on est passé sur la ligne de 1,6 à 2,4%. Donc ça se traduit clairement par un acte de gestion, alors qui n'est pas majeur, mais qui est quand même important. Tout ça grâce à tout ce travail analytique que je viens de détailler. L'idée, c'est vraiment de réduire autant que possible le hasard dans notre travail quotidien, et donc de réduire le profil de risque et d'aller chercher les meilleurs comportements de risque. C'est vraiment l'analyse financière qui nous permet d'intervenir de manière sereine, de manière objective, avec un horizon de temps, encore une fois, qui est différent de celui du marché. Donc voilà, j'espère que ça vous aura permis de comprendre un peu plus la manière dont on travaille au quotidien. Du coup, je vais conclure sur cette présentation, parce qu'on arrive pas très loin de l'heure de présentation. Ce qu'on peut dire en résumé, donc vous l'avez compris, ce qu'on fait et ce que nous sommes, c'est qu'on est vraiment indépendant en tant qu'investisseur, grâce notamment à une approche très analytique. On a une approche très absolue. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment un rendement absolu, ligne par ligne. Et pour ce faire, on se concentre sur des moments de rupture qui peuvent potentiellement générer de grosses inefficiences. Le but étant tout le temps d'avoir la meilleure coupe rendement risque possible. C'est ce qui clairement nous permet de surperformer dans la durée
et d'avoir un ratio de Sharpe extrêmement intéressant et d'avoir donc une surperformance, pas forcément au prix de beaucoup plus de risques, voire même moins que ce qui se fait sur le marché. Donc on a un track record qui est assez solide puisque cette méthode a délivré des résultats depuis de longues années, 14 années s'agissant des fonds, du fonds que gère Fabrice, et quasiment 6 ans en ce qui me concerne. Et tout cela délivre effectivement une performance de l'ordre de 12% annualisé, je vous le disais tout à l'heure, ce qui correspond assez bien d'ailleurs à l'objectif de rendement ligne par ligne qu'on a, qui est de l'ordre de 8 à 12%, je vous le disais tout à l'heure plutôt de l'ordre de 15%, et on espère, en tout cas, on compte clairement continuer sur cette lancée, sans rien changer au process, sans rien changer à nos objectifs, peu importe les différentes configurations de marché. En tout cas, aujourd'hui, on a un fonds qui est clairement positionné pour la reprise, vous l'avez compris, avec des renforcements sur certains secteurs qui ont beaucoup souffert pendant la crise et qui nous rendent particulièrement confiants pour l'année et les années à venir, sans avoir aucune idée, bien sûr, de l'évolution des indices à très court terme. J'en ai terminé pour cette présentation et maintenant, nous sommes donc tous disponibles pour répondre à vos questions. Vous avez la possibilité de les envoyer encore une fois par écrit. Je crois que plusieurs réponses ont été envoyées. Et vous avez également la possibilité, il me semble, de les envoyer, de les poser à l'oral, pardon, en appuyant sur la petite main qui apparaît sur le logiciel. Alors, non, mais c'est bon. Alors, j'ai rejoint Bastien et Mégane. Bien. Sachant qu'en fait, pour la classe d'actifs, qui est extrêmement hétérogène par nature, hein, les mid and small sont très, on trouve un peu de tout en fait, des business très solides, des business moins solides, de croissance plus ou moins intéressante. Et c'est un phénomène qui s'est clairement accentué sur 2020 et 2021. On a de gros avec des sociétés qui ont beaucoup performé, forcément toujours pour de bonnes raisons, avec des niveaux de valorisation parfois de grèce financière rationnelle, mais qui sont vraiment dérangeantes parfois. Quand vous avez des sociétés comme McPhee qui sont une société très intéressante, mais qui fait aujourd'hui entre 15 et 20 millions de chiffre d'affaires pour 900 millions de capitalisation boursière, voire 1 milliard. Bon, on va payer 100 fois le chiffre d'affaires, il va falloir vraiment qu'ils délivrent pour justifier tel. Donc, il y a vraiment une grosse disparité à l'intérieur du segment. Donc, clairement, on trouve des choses hyper intéressantes. Encore une fois, là, on parlait de Maison du Monde, qui est sur des niveaux extrêmement faibles. C'est le cas quasiment, vous en doutez, de toutes les valeurs qu'on a, parce qu'on est extrêmement discipliné en termes de valorisation. Et parce que ce qu'on dit souvent, c'est que c'est pas parce qu'un cours de bourse a beaucoup monté qu'une société est devenue chère, et inversement. Donc on a effectivement des sociétés qui ont beaucoup délivré, notamment en 2020, qui ont commencé, qui sont parfois loin de ce qu'on en attend, et d'autres qui n'ont pas forcément beaucoup encore délivré. On espère en tout cas fortement dans les années à venir. Donc oui, clairement, on fait un compris par le fait que nous sommes entièrement investis aujourd'hui. On n'a clairement pas besoin que tout le marché soit sous-valorisé, on a juste besoin d'une trentaine d'idées. Clairement, la seule fois où j'étais vraiment mal à l'aise avec les niveaux de marché, c'était en 2017 en fait, où on ne trouvait pas de meilleure alternative que d'investir dans du cash en fait, parce que chaque chose qu'on vendait, on avait du mal à trouver quelque chose en face
Et donc, c'est ce qui fait que les liquidités vont augmenter. Mais aujourd'hui, très sincèrement, même si la crise sanitaire n'est clairement pas terminée, qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais finalement, l'incertitude, elle est omniprésente sur le marché. Moi, depuis 15 ans que j'y travaille, je n'ai jamais eu un marché certain ou visible. C'est plutôt une bonne chose pour nous. Mais clairement, les opportunités sont assez nombreuses dans notre univers d'investissement aujourd'hui. Mais il faut être très, très sélectif. C'est vrai que parfois, certaines valorisations, sans même parler de tout ce qui est en lien avec les énergies vertes ou autres, il y a des situations parfois qui sont proches de la bulle des années 2000. Clairement, il faut être très, très attention là-dessus. Alors, les autres questions. Pourquoi Maison du Monde ne fait pas partie du top 10 alors que le rendement annualisé attendu est de l'ordre de 30%? C'est une bonne question aussi, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une ligne qui est en construction en fait, au sein du portefeuille. Comme je vous le disais, on avait commencé à investir en mars dernier sur cette valeur-là autour de 6 €. La crise n'est clairement pas terminée, donc il y a quand même des risques. On est quand même sur un rythme confinement, déconfinement, en France comme dans d'autres pays, même si clairement c'est quelque chose qu'on considère comme exceptionnel, mais on a déjà 2,5% du portefeuille, c'est un point important, hein. C'est pas non plus complètement neutre, hein. Un point neutre, c'est plutôt 1,5, 2% grand max. Donc on a un potentiel important, mais il y a aussi un profil de risque qui n'est pas anodin. On est sur un secteur du retail, la distribution, très concurrentiel. Donc il y a toujours un niveau de risque important sur le niveau de marge, hein. On n'est pas sur un éditeur de logiciel, par exemple, qui va avoir beaucoup plus de résilience. Là, on a toujours des risques non négligeables sur la marge brute, sur la capacité à tenir une croissance des ouvertures de magasins qui correspondent à nos attentes. Donc, il y a toujours un niveau de risque qui n'est pas anodin, qui fait qu'on n'a pas plus de 4-5% en portefeuille, mais c'est une ligne, c'est vivant, et donc ça a vocation à évoluer au sein du portefeuille, comme vous l'avez montré, comme on vous l'a montré par le biais de ce mouvement récent en novembre dernier. Et puis après, ensuite, bien sûr, c'est une question d'arbitrage, puisque les pondérations suivent une suite extrêmement logique et harmonieuse des différents comportements de risque au sein du portefeuille. Alors, autre question qui a été envoyée par mail. La liquidité est-elle un bon indicateur des opportunités que vous trouvez au sein de la classe d'actifs? Alors, je ne sais pas si on parle de la liquidité du portefeuille ou de la liquidité au sens plus large. Je comprends que c'est la liquidité du portefeuille. Donc les liquidités, en l'occurrence, effectivement, on est full invest aujourd'hui. Alors, c'est clairement une conséquence plus que le fruit d'un éventuel timing ou d'un éventuel pari sur la directionnalité des marchés. Les liquidités sont clairement le fruit des opportunités qu'on trouve. Donc, j'aurais tendance à vous répondre oui. Je ne sais plus comment était tournée la question, mais oui, les liquidités au sein du fonds sont, je pense, comme le disait Bastien, clairement le reflet des opportunités qu'on trouve sur le marché. On n'a vraiment pas vocation à avoir structurellement, comme le disait Bastien tout à l'heure, des liquidités importantes au sein du portefeuille. Autre question, également envoyée par mail. À quelle capacité pensez-vous fermer le fonds? On en est loin, très loin aujourd'hui, puisqu'on n'a que 115 millions en termes d'encours, enfin 120 aujourd'hui. C'est une question à laquelle on réfléchit, mais clairement, on a un portefeuille qui est structuré sur vraiment plus des valeurs moyennes que des microcaps, vous l'avez compris. On a une part importante de valeurs moyennes entre 2 et 10 milliards d'euros de capitalisation. Donc, ça nous permet d'avoir une très très bonne liquidité au sein du fonds. On l'a dit tout à l'heure, il y a 6 milliards de capital moyen pondéré. On a une médiane qui est de 1,2 milliard. Je vous invite à regarder un peu d'autres fonds small. Quelle est leur médiane? Elle est généralement beaucoup plus basse. Donc aujourd'hui, on a clairement un degré de confort assez élevé pour gérer entre 3 et 500 millions sans grande difficulté. Donc, c'est un de nos objectifs clairement sur les 3 prochaines années, c'est de moins atteindre cette taille de 300 millions sans qu'il y ait besoin à court terme, en tout cas, de déformer de manière importante le portefeuille. Est-ce que vous participez aux introductions en bourse, notamment dans le secteur green? Non. La réponse est assez simple.
De manière structurelle, on fait très peu d'introductions en bourse parce que on a souvent peu de track record, on a souvent peu d'antériorité, donc peu de connaissances sur les entreprises en question. Ensuite, les introductions en bourse, notamment sur ce secteur-là, c'est vrai qu'il y en a eu plusieurs dernièrement, qui ont plutôt bien performé d'ailleurs, et qui ont pesé positivement sur l'indice, et donc négativement, relativement, en tout cas sur le fond, qu'on en est absent. Mais on en est absent clairement parce que c'est des niveaux de valorisation et des niveaux de risque qu'on ne souhaite pas prendre aujourd'hui. Donc on l'assume, même si ça peut faire un peu mal à court terme en relatif. On ne sait pas comment tout ça va finir. Je pense qu'il y a probablement je remets pas du tout en question la qualité des business models. C'est juste qu'il y a un risque de digestion de ratio qui me paraît assez important. Et puis, si quand même un peu sur les business models, parce que tous ne sont pas bien établis, tous n'ont pas de business model assez solide et durable dans l'état actuel des choses. Donc, probablement, certains vont se développer de manière intéressante dans les prochaines années, mais probablement que d'autres auront beaucoup de mal. En tout cas, je trouve que c'est un peu early stage, un peu tôt pour beaucoup d'introductions en bourse qui parfois génèrent quasiment zéro chiffre d'affaires. Donc, on est extrêmement prudent sur ce sujet-là. C'est vrai qu'il faut bien l'avoir en tête parce que ça joue sur les indices small sans qu'on en bénéficie au sein du portefeuille, mais c'est vraiment quelque chose qu'on assume complètement. Alors, autre question. Quels seraient les décatalyseurs de la... Qu'est-ce qui ferait, quels seraient les éléments déclencheurs pour sortir en tout cas de la classe d'actifs? Je ne sais pas. Vous l'avez compris, nous on raisonne très peu à l'échelle de la classe d'actifs. Je comprends que ce ne soit pas le cas pour vous, hein, clairement. C'est pas évident. Nous on raisonne vraiment ligne par ligne. Moi j'ai très peu de raisons aujourd'hui de m'allonger sur les sociétés qu'on a en portefeuille. Je parlais du cap Peugeot, qui est une bonne valeur, qui était une bonne valeur moyenne, même si maintenant ils ont fusionné, ils sont devenus Stellantis, mais quand on est rentré sur cette valeur-là, faisait moins de 10 milliards de capitalisation boursière. Ça se payait à peine 2 fois le résultat opérationnel. Aujourd'hui, on est un petit peu plus, on doit être à 3,5, 4 fois. On reste sur des niveaux extrêmement faibles en termes de valorisation, alors que les synergies avec Fiat Chrysler sont loin d'être achevées, sont encore devant nous. Donc, moi, vraiment, personnellement, je suis déjà très investi dans le fonds, ça c'est une certitude. Quasiment tout mon patrimoine financier est investi dans les fonds de la maison. Mais à la rigueur, ça ne regarde que moi, mais moi, j'ai pas vraiment d'envie particulière. Si vous n'avez pas de besoin, je pense, à court ou moyen terme, de sortir de la classe d'actifs. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a eu une chose inédite en 2018-2019 avec une très forte sous-performance, tant absolue que relative de la classe d'actifs, très forte décollecte, mais on a quand même le sentiment qu'une bonne partie de tout ça est derrière nous, puisque maintenant la collecte repart, la surperformance repart, nous on trouve beaucoup d'opportunités. Donc je ne sais pas. Après, c'est clair que si la crise devait perdurer, peut-être que ça causerait un peu de volatilité, mais ça, on tâcherait plutôt d'en profiter qu'autre chose. Non, ce qu'on scrute beaucoup avec attention, nous, c'est les sociétés qui sont très endettées, qui ont des business models pas assez bien établis. On suit beaucoup aussi le potentiel de surchauffe sur l'économie au redémarrage post-crise sanitaire. Ça peut avoir un impact important, notamment sur les taux d'intérêt et sur les marchés actions. Donc, c'est des choses plus macro qu'on regarde. Mais encore une fois, la conviction qu'on a, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure dans la présentation, c'est qu'un cours de bourse n'est toujours pas sûr l'évolution des résultats d'une entreprise. Donc, je ne fais vraiment pas de market timing à ce niveau-là sur la classe d'actifs. Je ne vois plus d'autres questions. Si vous souhaitez poser des questions à l'oral, vous avez la possibilité de cliquer sur la main, il me semble, pour qu'on puisse vous ouvrir le micro. Je ne sais pas si ça fonctionne. Et visiblement, il n'y a plus de questions. On arrive à un peu d'une heure de présentation. Merci tous. En tout cas, on est bien sûr disponible, l'équipe commerciale et nous-mêmes, pour répondre à vos questions, ce que vous avez à poser plus tard. Merci à tous pour votre intérêt. Vous avez été nombreux, vous êtes inscrits aujourd'hui
puisque il y a plus de 150 inscrits à cette conférence. 150 personnes, c'est un record. Donc merci à tous et nous souhaitons une excellente fin d'après-midi et à très bientôt. Au revoir.